Bonjour, dans ce TP, vous aviez fait plusieurs ateliers pour dégager les conditions dans lesquelles la photosynthèse pouvait se faire. Dans le poste 1, vous disposiez d'un géranium panaché, dont le bord des feuilles est blanchi. Et puis, sur certaines des feuilles, on avait disposé d'un cache depuis plusieurs jours pour empêcher la lumière d'arriver. Vous preniez une ou deux de ces feuilles pour les mettre ici dans un ballon qu'on faisait ébouillanter. Ça permettait de décolorer les feuilles. Vos feuilles blanchies ensuite étaient rincées à l'eau distillée, puis mises dans des boîtes de pétri, imbibées d'eau iodée. L'eau iodée est un colorant qui est jaune et se colore en brun, en bleu foncé, en présence d'amidon. L'amidon est un polymère de glucose, c'est donc une forme de stockage du glucose. Quels étaient les résultats? Vous observiez ici la trace du cache possible, alors que là, la partie qui était colorée en brun par l'eau iodée était celle qui était exposée à la lumière. Au contraire, la partie où anciennement il y avait le cache restait inchangée, donc prenait la couleur de l'eau iodée initiale, jaune. Comment on interprète ça? Par le fait que le stockage de glucose sous forme d'amidon, ici, se fait uniquement dans cette partie-là de la feuille, qui a été colorée en brun par l'eau iodée, et donc la fabrication de ce glucose n'est possible qu'en présence de lumière. Donc la photosynthèse, dont le résultat est de fabriquer du glucose, ça permet la production de matière organique, ne se fait que à la lumière. Dans le poste suivant, on précisait où cette matière organique pouvait être stockée dans les cellules. On avait donc des élodées du Canada, qui sont des plantes aquatiques. Les feuilles exposées à la lumière ici étaient montées dans de l'eau iodée et observées au microscope optique. De même, des feuilles qu'on avait laissées à l'obscurité depuis plusieurs jours sont montées dans l'eau iodée et observées au microscope optique. On observe ici pour une cellule qui a été à la lumière, des chloroplastes en vert, mais qui sont colorés en brun. Ça veut dire que dans ces chloroplastes, la matière organique a pu s'accumuler et se transformer en amidon pour être stockée. Alors que cette même cellule qui est restée à l'obscurité possède des chloroplastes, on voit bien les organites ici verts, qui eux ne sont pas colorés en brun, donc qui n'ont pas pu stocker de l'amidon. Conclusion, seuls les chloroplastes qui sont exposés à la lumière ont été colorés en brun à l'eau iodée et donc ont pu fabriquer de la matière organique. La photosynthèse est donc possible grâce aux chloroplastes à condition qu'il y ait de la lumière. Donc l'information supplémentaire par rapport au poste précédent, c'est que la matière organique fabriquée à la lumière lors de la photosynthèse, d'où le terme photo de photosynthèse, se fait dans les chloroplastes. Ensuite, ici, c'est un poste que vous n'avez pas fait, où on mettait en culture des cellules chlorophylliennes, unicellulaires, qu'on appelle des chlorelles, dans différents milieux nutritifs. Dans le milieu A, on le mettait dans de l'eau distillée. Au temps zéro, on en mettait peu de ces cellules. Du coup, vous aviez une coloration très verte pâle de l'ensemble du milieu. Et on laissait pendant 7 jours se développer les chlorelles dans différents milieux. Uniquement dans de l'eau distillée pour le milieu A, de l'eau distillée pour le milieu B avec en plus du potassium, donc c'est un cation, le potassium K+. Et là, ce sont les résultats des photos prises 7 jours plus tard, alors que toutes au temps zéro sont ainsi. Dans le milieu C, on ajoute seulement de l'azote avec l'eau distillée. Dans le milieu D, où les chlorelles avaient été mises dans de l'eau distillée et du phosphore, voici le résultat. Et dans le milieu E, on avait rajouté les 3 minéraux, azote, phosphore, potassium. Donc c'est un milieu complet au niveau des apports en minéraux. Ce qu'on observe ici, c'est que 7 jours après le début de l'expérience, vous avez des colorations qui sont plus ou moins foncées. Ici, c'est presque transparent. Là, c'est très pâle. Là, ça commence à se colorer en vert. Et dans le milieu E, vous avez des cellules qui sont assez vertes foncées. Comment on interprète ces différences de couleurs?
On les interprète par le fait que, ici, lorsqu'on arrive à foncer les couleurs, c'est que les cellules, qui sont des cellules chlorophylliennes, donc vertes, ici, ont réussi à se multiplier. Plus ou moins, selon la coloration plus ou moins verte foncée. Alors, on mesure la coloration verte foncée par un logiciel qui s'appelle Mesurim. On appelle ça la densité optique. On démarre ici en mesurant cette densité optique et on la met à la valeur de 0 pour du blanc. À l'inverse, ensuite on va voir la densité optique globale. On va pouvoir voir quelle est la densité optique globale, donc quelle est l'intensité de la coloration ici à l'intérieur de la boîte. Donc plus c'est vert, foncé, plus la densité optique va être élevée. Et voici les résultats qu'on obtient. Dans le milieu A, où il n'y avait que de l'eau distillée et les chlorelles. Au temps 0, il y en avait assez peu, la boîte était relativement transparente, mais 7 jours plus tard, la densité optique diminue. Donc ça veut dire qu'il y a encore moins de cellules, certaines cellules sont mortes. Parce que on n'a mis que de l'eau distillée dans le milieu de culture. Dans le milieu B, vous voyez que la densité optique augmente, elle augmente faiblement, ça veut dire qu'on multiplie faiblement les cellules. Dans le milieu C qui contenait de l'azote, le milieu B contenait du potassium, on voit aussi une faible augmentation du nombre de cellules. Dans le milieu D, vous multipliez par 2 pratiquement le nombre de cellules, alors que dans le milieu E, on le multiplie par 4 ou 5. Donc il y a une forte augmentation du nombre de cellules dans ce milieu E. Pourquoi? Parce que comparé aux autres milieux, il contient tous les minéraux. Conclusion, pour que la photosynthèse se fasse et permette aux cellules de se multiplier, il faut apporter de la matière minérale, des phosphates, des nitrates et du potassium. Ainsi, les cellules chlorophylliennes peuvent se multiplier. Pour le poste 3, vous disposiez de 2 végétaux différents, de la betterave et du basilic. Ici, on peut avoir le résultat type de 3 végétaux. L'épinard qui représente le basilic, c'est équivalent. Le fucus est une algue brune et ensuite la betterave. On mesurait le taux de CO2 grâce à un dispositif EXAO au cours du temps au cours duquel vous changez les conditions d'éclairage. Vous les faisiez passer de l'obscurité à la lumière et à nouveau à l'obscurité. Voici les résultats. On peut diviser le graphe en 3 phases qui correspondent au changement de conditions d'éclairement. À l'obscurité, on constate que pour les 3 végétaux, le taux de CO2 augmente. On peut même chiffrer de combien, en combien de temps. Cela s'interprète par le fait que ces végétaux libèrent du CO2, ils en rejettent. Comment on rejette du CO2? Par respiration. Ensuite, dans la deuxième phase, lorsque l'on éclaire les végétaux, vous voyez que la betterave continue à rejeter du CO2 par respiration. Le constat pour les 2 autres végétaux, donc seulement pour le fucus et l'épinard, le taux de CO2 lui au contraire diminue, parce que ces végétaux absorbent du CO2 et elles font du coup la photosynthèse. L'absorption de CO2 ne se fait que lors de la photosynthèse. Donc si on compare ici ce qui se passe entre l'obscurité et la lumière, on voit que la photosynthèse ne se fait que pour 2 végétaux, l'épinard et le fucus, ou alors le basilic et le fucus, et qu'elle est faisable à condition d'être éclairée. Alors du coup, on va se demander pourquoi la betterave, qui est un végétal, n'est pas capable de faire la photosynthèse, contrairement à l'épinard ou au fucus. Donc c'était le poste 4, où vous réalisiez des chromatographies. Voici les résultats types. Si je mets une tache de feuilles d'épinard ici, de tubercules de betterave, ou ici 2 feuilles de fucus, à la base d'un papier, au cours duquel j'ai fait migrer grâce à un solvant organique ici les différents pigments contenus dans la feuille, je peux observer ici, pour l'épinard, 4 taches. Ces 4 taches correspondent à différents pigments. Ici les chlorophylles B, ici les chlorophylles A, c'est 2 pigments verts. Ensuite, les xanthophiles et les caroténoïdes, qui sont des pigments non chlorophylliens. D'où ici les légendes. À l'inverse de la betterave, ici, les pigments n'ont pas migré. On voit un résultat type d'élève ici.
on retrouve pour le basilic ou l'épinard les chlorophylles B, les chlorophylles A. Il y avait une légère trace jaune ici xanthophile et là en haut les caroténoïdes. Ici, les pigments rouges sont restés sur place, ils sont trop lourds pour migrer. Donc les anthocyanes sont restés sur place. Pour le fucus, on retrouve ici les chlorophylles B, les chlorophylles A et enfin les caroténoïdes. Conclusion, la betterave n'est pas capable de faire la photosynthèse, car contrairement à l'épinard et au fucus, elle ne possède pas les taches 1, c'est-à-dire elle ne possède pas les pigments chlorophylliens. Seuls le fucus et l'épinard qui ont des pigments chlorophylliens sont capables de faire la photosynthèse, donc les chlorophylles sont des molécules indispensables à la photosynthèse. Conclusion, que faut-il pour faire la photosynthèse? Il faut de la lumière, des chloroplastes dans les cellules qui contiennent des chlorophylles, chlorophylle B et chlorophylle A, donc des pigments chlorophylliens. Il faut éclairer ces cellules et il faut un apport de matière minérale.